Alors, on va débuter sans plus tarder. Donc, encore une fois, merci Jonathan pour la présentation. Merci à tous d'être là. En fait, c'est un privilège de vous avoir avec nous, de venir assister à cette présentation exclusive pour la dentisterie qui s'adresse en fait aux 7 sources de gaspillage que l'on rencontre en clinique. Mon nom est Éric Pelletier, je suis spécialiste en vente et en amélioration de la productivité au travail. Je suis également accompagné de mon collègue Christian Coder, qui est également aussi un spécialiste en amélioration des méthodes et des procédés de travail. Qui je suis? En fait, je vais présenter davantage Christian, qui est Christian. Christian œuvre dans le milieu de la santé depuis plus de 8 ans. Il a aidé de nombreuses institutions dans le travers le public, parapublic et du domaine privé à sauver des milliers, voire des millions de dollars. Tout ça en aidant à améliorer l'efficacité opérationnelle de ces établissements-là. Il a formé plus de 4000 personnes aussi en amélioration de la productivité, puis il a accompagné une centaine de directeurs et de gestionnaires à atteindre leurs différents objectifs d'affaires. De mon côté, Éric Pelletier, en fait, ça fait 10 ans que je suis dans le domaine de la dentisterie. J'ai eu la chance d'être représentant pendant 5 ans en implantologie orale et depuis les 5 dernières années, je dirige l'entreprise EPC qui aide les cliniques à augmenter leurs revenus, réduire leurs dépenses, les coûts, et puis améliorer l'efficacité opérationnelle. Je suis l'auteur aussi de 13 articles qui ont été publiés dans le milieu de la dentisterie. Et donc, plusieurs de nos réalisations que je vais vous présenter aujourd'hui ont été publiées dans la revue, entre autres le Denturo. Qui est EPC? En fait, EPC offre 3 volets de service. Je fais ça très rapidement, je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus, mais on offre 3 volets de service. Le premier qui est la vente et le marketing, c'est qu'on aide les cliniques à améliorer leur vente à la chaise, être plus efficaces, mais un retour sur l'investissement des offensives marketing. On travaille aussi l'organisation, l'efficacité au travail qu'on va vous parler aujourd'hui. Vous allez voir des vrais cas sur lesquels on a travaillé durant les 5 dernières années. Et le dernier volet, non le moindre, c'est toute la partie, la gestion des ressources humaines. En fait, tout ce qui est gestion de conflits, cahier d'employés, évaluation du rendement, toute cette portion-là. On a une équipe aussi qui est dédiée à supporter les gestionnaires de cliniques. Pourquoi on vous présente ce webinaire-là aujourd'hui? D'où est-ce que ça vient de ça? En fait, je vous raconte une courte anecdote en 2011. C'est là où tout a débuté. En 2011, une clinique fait affaire avec nous, nous appelle pour aller les aider à augmenter leurs revenus. Bon an, mal an, on s'aperçoit que le délai de rencontre des patients est excessivement long, plus long que la normale. Alors, naturellement, vous comprendrez que ça a un impact direct sur la source de revenus. Donc, ce qu'on a tenté de faire à travers un travail qu'on a fait avec les employés, c'est de comprendre puis de réduire ce délai-là. Après un certain travail, on a réussi à réduire de 50% le délai de consultation, donc ce qui était énorme. Vous comprendrez qu'en réduisant le délai de consultation, ça a eu un gain, un impact direct sur la capacité de facturer. En fait, ils ont réussi à facturer 30% de plus que ce qu'ils étaient habituellement habitués de faire. En travaillant aussi, on a permis de réduire de 50% les frais de gestion d'inventaire aussi. Et tout ça se faisant en tentant d'éliminer les différentes sources de gaspillage qui étaient répandues à travers la clinique. Donc, c'est un peu à partir de nos observations qu'on veut vous présenter ce que l'on a vu, parce qu'on ne s'est pas arrêté après ce premier constat-là, ce premier cas-là. On s'est aperçu qu'en dentisterie, le même problème se répétait un peu partout. Alors, on a fait un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième projet, et toujours avec des gains significatifs. Alors, c'est un peu aussi, on va vous parler un peu plus tard de ces fameux gains-là. Donc, c'est ça que je vais vous présenter. Mais avant tout, j'ai une question à vous poser, et je vais vous demander d'y participer parce que je trouve ça intéressant d'écouter et de lire, pas d'écouter, mais plutôt de lire les réponses que vous allez nous donner. C'est quels sont, dans votre clinique, les plus gros grugeurs de temps. Un des exemples que j'entends souvent lorsque je suis dans les cliniques, les secrétaires qui dérangent régulièrement le professionnel pour obtenir un paquet d'informations parce que la secrétaire manque d'informations. Ça se fait sur une base régulière. Donc, c'est un exemple de grugeur de temps. Je vous laisse quelques minutes, ou plutôt une minute, pour écrire dans la zone là, question que vous voyez à l'écran, quels sont les fameux grugeurs de temps. Et je vais demander à Jonathan juste de me feeder, me donner de l'information s'il y a des commentaires qui rentrent pour juste m'assurer que vous êtes tous confortables pour faire le geste de rentrer l'information. Jonathan, est-ce que tu vois des... Ouais, à la limite, là, pour l'instant, j'en vois pas encore, mais à la limite, vous pouvez quand même faire un test, rentrer vos questions si vous n'avez pas de suggestion des réponses présentement, là.
Je suis convaincu qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont déjà des petites idées de ce qu'Éric parle. Bon, ben, bonne idée, excellent, Jonathan. Écoutez, je vous laisse le soin de rentrer de l'information au fur et à mesure. Peut-être qu'il y en a qui vont vous venir au fur et à mesure. En fait, ces fameux grugeurs de temps-là, ce qu'on a constaté, puis c'est des statistiques à l'appui, jusqu'à 85% des activités quotidiennes en clinique sont représentées par des gaspillages de toutes sortes. Oui, ça paraît, je dis bien jusqu'à, ça paraît impressionnant. Lorsqu'on parle de gaspillage, je ne parle pas de prendre un morceau de papier puis de le mettre dans la poubelle, puis de devoir recommencer. C'est beaucoup plus que ça. Et c'est là-dessus qu'on va tourner la présentation, qu'on va regarder la présentation. Pour bien comprendre un peu ce que... Oui? Oui, on a un premier commentaire, je vais peut-être en faire part avant que tu continues, c'est peut-être plus pertinent. On en a un qui a dit, dans le fond, au niveau de son hygiéniste, dans le fond, il trouve qu'elle est pas assez rapide, si on veut, de façon polie. Est-ce qu'il y a des moyens d'augmenter sa productivité ou carrément chercher un autre personnel pour la remplacer? Oh, c'est une très bonne question. Je pense que ça nécessiterait peut-être d'en discuter plus profondément un à un. Mais effectivement, il faut toujours identifier quelle est la cause de son manque de productivité. Il y a toujours une raison qui amène les gens à agir de telle façon ou à avoir un problème de productivité. Donc, on va en parler d'ailleurs durant les 7 jours de gaspillage et peut-être que ça va répondre aux professionnels là, à identifier peut-être la problématique. Parfait. Merci. Entre-temps, Christian, si jamais tu veux intervenir, tu te gênes pas. Donc, pour poursuivre, je vous ramène chez moi. C'est-à-dire, Éric, pourquoi tu nous présentes un tiroir avec des plats? Vous allez comprendre. Ces plats de plastique-là, je les utilise sur une base régulière durant l'année scolaire. En fait, je fais des lunchs pour mes 2 filles qui vont à l'école et tous les matins, j'ai le malin plaisir d'essayer de faire, bon terme québécois, fitter le couvercle avec le bon plat. Puis ça me prend en moyenne une dizaine de minutes par jour à essayer de fouiller dans ce fouillis-là. Vous allez me dire, Éric, 10 minutes, c'est pas grand-chose. Effectivement, vous aviez raison au début, puis c'est pour ça qu'en bonne pratique, je ne me suis pas forcé à mettre le bon couvercle avec le bon plat. Et je me suis aperçu que je faisais 180 lunchs par année. 180 lunchs multiplié par 10 minutes, c'est 15 heures par année pour juste essayer de prendre un plat puis trouver le bon couvercle avec. Le problème, c'est qu'on n'a pas juste ça. Mais je ne suis pas seul à avoir ce genre d'habitude-là. Je pense que vous allez peut-être vous reconnaître chez vous. Vous avez des habitudes comme celle-là. Le problème, c'est qu'on en a plusieurs de ces petites habitudes-là. Et parce que ce sont des courts laps de temps, des petits 2, 3, 4, 5 minutes, on dit c'est pas grave, on les laisse, mais ils s'accumulent avec le temps. Et ces mêmes habitudes-là que l'on a, ben, ce qui se passe, c'est qu'on les amène, on les transfère dans notre milieu, dans notre environnement de travail. Et on a les mêmes modus operandi, on fonctionne de la même façon. Donc, on crée des sources de gaspillage, des temps comme ça, et on les oublie parce qu'ils viennent à passer sous le radar. Et ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a un impact, vous, à titre de professionnel, sur votre capacité de facturation. Vous comprendrez qu'à titre de professionnel, si vous n'êtes pas dans votre bureau, ben, vous ne facturez pas à votre client, tout simplement. L'autre point, c'est que si vous passez des 10 minutes ou des 15 minutes à chercher à gauche et à droite, à faire autre chose que de faire des traitements pour vos patients, ben, ça a un impact sur ce qu'on appelle votre robinet, votre robinet de facturation, votre capacité de facturation. Je vous donne un exemple pour un peu démystifier tout ça. Imaginons que vous avez une pratique à 600 000 de chiffre d'affaires et qu'en titre de professionnel, vous générez 400 000 à vous seul. Prenez le nombre de semaines que vous travaillez, multiplié par le nombre d'heures que vous travaillez par semaine. À titre d'exemple, j'ai mis ici 1628 heures. Donc, 400 000 de revenus divisé par le nombre d'heures que vous travaillez par année. Ça vous donne une capacité actuelle de facturer, ce qu'on appelle le robinet de facturation, de 245 $. Donc, à chaque heure que vous gagnez en capacité, en productivité, ça vous permet de facturer 245 $ de plus. En contrepartie, à chaque fois que vous prenez 10 minutes, 15 minutes à faire autre chose que de mettre de la valeur ou de rencontrer le patient ou d'être directement créer de la valeur avec le patient, passer du temps avec le patient, ben, c'est une perte d'opportunité. Un simple 10 minutes pour vous coûter 50 $. Donc, il faut comprendre la capacité que vous avez à facturer et vous êtes, à titre de professionnel, la personne ou les personnes qui génèrent du revenu à la clinique. Donc, comment on peut faire pour éliminer toutes sortes de gaspillage qui impactent ce robinet de facturation-là? C'est pour ça que je vous amène aujourd'hui à voir votre pratique sous un angle complètement différent. Un peu comme si vous étiez assis dans la chaise, dans la salle d'attente, dans la chaise de votre patient, puis vous le regardiez, votre clinique, par les yeux du patient. Là, je vais vous demander de regarder un angle complètement différent. On ne parlera pas aujourd'hui de quels sont les outils marketing, la partie financière, et ainsi de suite. Non, on va s'attaquer sur ce qui est le cœur de la business et ce qui génère le plus
de coût pour une organisation qui la limite le plus pour une clinique. Donc, c'est ce que je vais vous amener. Je vais vous amener à voir que 70% des fameux gaspillages que je vous parlais tantôt, vous voyez mon fameux petit bac, là, 70% de ces gaspillages-là se passent sous le radar, vous ne les voyez plus. Il y a certains gaspillages que vous allez voir qui sont assez visibles, qui vous frappent à l'œil. Ça, souvent, vous allez trouver des solutions pour résoudre le problème. Mais la plupart du temps, et ça, c'est des statistiques qui le prouvent, 70%, et ce sont ces 7 sources, ces 70% de gaspillage-là sont regroupés sur 7 principales sources que je vais vous parler aujourd'hui. Ces principales sources de gaspillage-là, là, ce sont eux qui vous empêchent de produire plus. Lorsqu'on est appelé comme consultant, comme spécialiste à venir aider les cliniques, c'est ce qu'on nous dit. On sent, les professionnels nous disent, on pense qu'on a atteint le top. On a vraiment atteint le sommet, on n'est plus capable d'aller plus loin. Alors, c'est là où on intervient, puis on va souvent trouver des solutions. C'est les mêmes gaspillages aussi qui créent de la surcharge et des variations. Nombre de cliniques dans lesquelles j'ai eu la chance de travailler, une semaine, beaucoup de travail, l'autre semaine, plus tranquille, ou des mois très chargés, des mois plus tranquilles. Donc, il y a une variation et une surcharge de travail qui se crée. Naturellement, bien, ça crée du stress et de l'anxiété chez les employés, surtout lorsqu'il y a énormément de stress pour produire. Mais naturellement, ces mêmes gaspillages-là augmentent les coûts de production, donc les coûts de vos services. Ça réduit les profits. On va le voir un petit peu plus tard. Et naturellement, il y a un impact direct, c'est que ça augmente les heures de travail. Ce sont tous des observations que l'on a faites à l'intérieur des cliniques avec lesquelles on a travaillé. Et même chose pour Christian, qui travaille dans le milieu public et parapublic. Je vous amène aussi à un exemple avec lequel on a eu la chance de participer, une clinique qui est située à Trois-Rivières. En fait, eux étaient 3 professionnels, il y en a un qui prend sa retraite et la charge de travail se retrouve sur les 2 autres. Naturellement, ils ne veulent pas faire des heures supplémentaires, ils veulent continuer à produire et à garder le même revenu. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'on s'est concentré avec l'aide des employés, le travail se fait avec l'aide des employés, à éliminer ces sources de gaspillage-là. Le bénéfice qui en est retiré de ce projet-là, ben, ils ont été en mesure de produire, dans ce cas-là, 80 prothèses de plus par année. On pourrait transposer pour un bureau de dentiste à des services additionnels. Ils ont réussi à niveler la production. Ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu d'avoir une production en dents de scie, ils ont réussi à maintenir une régularité de semaine en semaine. Et ça s'est fait avec un travail secrétaire et la production. Surtout, ils ont éliminé les heures supplémentaires et c'était les demandes des propriétaires aussi. Donc, ça a été tout ça en travaillant exclusivement par les gaspillages. Et réduction de 40%, c'est non négligeable de l'inventaire. Et Dieu sait que dans votre domaine, il y a des produits qui sont assez onéreux et qui coûtent beaucoup de sous. Donc, c'est les gains que cette clinique-là a obtenus et c'est un cas d'ailleurs qui a été publié dans une revue. Pour comprendre c'est quoi les gaspillages, d'où est-ce que ça vient, ben, je vais laisser mon collègue Christian vous expliquer la provenance, la source de ce terme-là, gaspillage. Merci, Eric. En fait, ici, je vous présente Taichi Ohno. Taichi Ohno était un jeune ingénieur à l'époque où il s'est joint à l'entreprise qu'on connaît tous, qui est Toyota. Et le défi que M. Toyota avait donné à Taichi Ohno était de l'aider à faire mieux avec ce qu'ils avaient au Japon dans les années 40 pour être un fabricant automobile qui était en mesure de répondre à la demande. Donc, très rapidement, Taichi Ohno, lui, s'est concentré à étudier le système manufacturier de chez Toyota et il cherchait à améliorer la productivité. Il ne cherchait pas à avoir plus de monde pour faire mieux, il cherchait à faire mieux avec ce qu'ils avaient. Donc, au fur et à mesure qu'il a aidé l'entreprise à s'améliorer, il s'est rendu compte qu'il y avait, comme Eric l'a utilisé depuis plusieurs fois depuis le début du webinaire, il y avait ce qu'on appelle des sources de gaspillage qui nuisaient à la productivité des employés et au bon fonctionnement de l'organisation. Donc, il a défini 7 types de gaspillage qu'on rencontrait et dans la littérature, ces gaspillages-là s'appellent les muda. Muda étant le mot japonais qui désigne les gaspillages. Taichi Ohno a dédié toute sa carrière à aider l'entreprise de Toyota et il est le père fondateur du système de production. Le système de production qui s'appelle le TPS pour Toyota Production System. Exact. Et là, je vous entends réfléchir, vous qui assistez à ce webinaire-là, qui vous dites
Ouais, mais là, nous autres, on n'est pas une entreprise manufacturière, on ne fait pas des autos. On est une organisation qui offre un service à notre clientèle. Puis là, on entend des gaspillages. Sachez que dans notre expertise, on s'inspire de ce qui se fait chez Toyota et on l'applique au secteur qu'on observe. Donc, il y a chez vous des sources de gaspillage que nous allons vous présenter au cours des prochains instants et qui proviennent de chez Toyota, mais on les transpose à votre organisation. L'idée, c'est de vous partager ces gaspillages-là, puis ensuite, c'est à vous de regarder dans votre organisation comment ces gaspillages sont présents chez vous. Et l'idée, c'est de chercher à faire mieux et à éliminer ces sources de gaspillage qui grugent de votre temps, qui vous empêchent de servir mieux et servir plus de vos patients. Absolument, absolument. C'est des très bons points, Christian. D'ailleurs, ça me permet de cheminer avec ce que Christian vient de mentionner sur c'est quoi les gaspillages. En fait, c'est aussi simple, c'est des activités humaines qui apportent aucune valeur aux produits ou aux services. En fait, comment qu'on détermine, c'est des activités justement pour lesquelles le patient n'est pas prêt à payer. Je vous donne des exemples. C'est des exemples que j'ai vécu à l'intérieur en regardant des cliniques. D'ailleurs, la photo que vous voyez sur votre gauche, c'est une photo que j'ai prise. C'était comique. Il y a un denturologiste qui avait échappé une dent à l'intérieur d'un tiroir de cire. Ce qui est comique, c'est que ça a pris 10 minutes pour trouver la fameuse dent qui était dissimulée dans ce tiroir-là, puis ça lui est arrivé 2 fois. Donc, imaginez-vous le 20 minutes, est-ce que je peux me tourner de bord et dire au patient, ben, vous voyez, ça m'a coûté, j'ai pris 20 minutes, je vous charge 100 $ pour avoir fouillé ma dent, pour avoir cherché ma dent. Non, c'est impossible. Donc, l'information que vous devez chercher, les outils que vous devez chercher, un dossier que vous voulez chercher, ça, c'est l'ensemble de votre personnel. C'est pas juste vous à titre de professionnel. Les mêmes hygiénistes, assistantes, secrétaires, techniciens, peu importe, c'est le même principe. C'est de la main-d'œuvre et c'est ce qui coûte le plus cher, parmi ce qui coûte le plus cher dans une clinique. Lorsque vous faites déranger, je vous disais ça d'entrée de jeu, faire déranger par le secrétaire, vos employés, parce qu'il manque d'informations, je ne peux pas me tourner de bord pour dire au patient, ben, est-ce que je dois vous facturer pour le temps que j'ai passé à chercher, me faire déranger? Impossible. Reprendre une tâche, ça non plus, c'est impossible. Vous ne pouvez pas facturer un client pour ça. On s'entend dans les règles normales des choses. Vérifiez tout ce qui est fait par vos employés. Ça aussi, il y en a qui ont... il y a un terme en anglais du control freak. Il y a des gens qui font de la survérification. Donc, il y a des frais associés à ça. Donc, le patient, souvent, n'est pas prêt à payer pour cette non-valeur ajoutée-là. Donc, ces gaspillages, ce que vous devez tenter de faire, c'est de les éliminer ou de les réduire. J'aime bien l'image d'un arrosoir ici. Les gaspillages, imaginez l'eau qui coule, c'est un peu votre capacité de facturer, ce que je vous mentionnais tantôt, votre fameux robinet de facturation. Et le doigt que vous voyez sur le dessus de l'arrosoir, ben, c'est ça les gaspillages. C'est ce qui réduit le débit, votre capacité de facturer. Je pense que ça, vous avez bien saisi. L'objectif, c'est vraiment de les éliminer. C'est ce qui nous permet de rentrer, on rentre dedans. Quelles sont les fameuses 7 sources de gaspillage-là? Je vais vous présenter quelles sont-ils, puis en même temps, je vais vous donner des outils, mais des solutions qui ont été appliquées dans différents mandats qu'on a faits pour résoudre une partie de ces gaspillages-là. Le premier, c'est la surproduction. Ah oui, surproduction. Mais qu'est-ce que c'est la surproduction? C'est de travailler sur le mauvais dossier au mauvais moment, tout simplement. Donc, comment ça se voit? En fait, on va voir un employé souvent qui va travailler sur un cas qui n'est pas prioritaire. Sachez qu'un employé qui travaille sur un cas, un dossier qui n'est pas urgent, qui n'est pas prioritaire, vous venez de mettre du temps, de la main-d'œuvre et peut-être aussi de la matière première pour un cas qui va prendre du temps avant de sortir de la clinique. Donc, c'est important, ça, c'est une source de gaspillage. Il y a comme je venais de réaliser, il y a des frais associés à ça. Un horaire qui ne tient pas compte de la capacité du laboratoire ou des salles. Et ça, j'ai vu ça régulièrement. Le secrétaire place des rendez-vous dans l'agenda sans savoir l'impact que ça va avoir, soit à la chaise ou pour les denturologistes au laboratoire. Qu'est-ce que ça va créer comme impact? On ne le sait pas, mais c'est ce qui crée de la variation. Donc, il y a des frais aussi, il y a des coûts associés. On est capable de mesurer l'impact financier de ça. Regrouper et pour optimiser la production, je vous mentionnais d'entrée de jeu que lorsque je mets de la main-d'œuvre et de la matière première, j'ai un coût, il faut que je l'assume. Et plus de temps mon produit ou mon service n'est pas livré, ou prend du temps à être livré, ben, il y a des coûts qui sont associés à ça. La publicité non ciblée, ça, j'aimais ça parce que plusieurs professionnels de la santé dentaire vont faire de la publicité non ciblée. Donc, imaginez-vous que votre clientèle, c'est du, je sais pas moi, vous n'avez pas d'enfants, OK? Vous avez du 20 à 20 ans et plus, 20 ans sur les 15 ans, et vous faites une publicité dans un quartier qui est bourré d'enfants.
sans le savoir. Ben, en fait, vous venez de faire une dépense inutile par un mauvais ciblage. Donc, c'est ce que j'appelle la surproduction. C'est de produire plus pour le mauvais ciblage. Et c'est souvent causé par, c'est ce qu'on a observé, mauvaise planification, puis une mauvaise utilisation de la main-d'œuvre disponible. Et tantôt, là, j'ai un monsieur qui nous a posé la question, justement, il y a un membre de son personnel qui ne semble pas être efficace. Ben, en tant que gestionnaire, il y a aussi une responsabilité pour s'assurer que la main-d'œuvre soit bien utilisée au bon moment avec certaines informations. Donc, ça, ce sont les raisons de la surproduction en clinique. Un exemple qui a été fait dans une clinique de denturologie, c'est qu'ils ont fait un tableau de production. Donc, tous les matins, les employés se rencontrent devant ce tableau-là et de commun d'accord, ils savent, tout le monde sait sur quel projet ou quel dossier travailler en priorité. Donc, on va favoriser les cas qui sont les plus avancés pour les faire sortir le plus rapidement de la clinique. Donc, c'est un moyen simple, facile, peu coûteux pour s'assurer de faire sortir le plus possible le produit-service. Deuxième, l'attente, une deuxième source importante de gaspillage. En fait, qu'est-ce que ça désigne? L'attente, c'est un produit de personne qui attend entre deux tâches. OK, ça reste là, il n'y a rien qui bouge. Il attend là. Je vous ai dit d'entrée de jeu, main-d'œuvre, matière première, ça coûte de quoi? Il faut que ça sorte le plus rapidement de votre clinique. Donc, un employé, une raison, une cause, un employé inactif, par manque de formation d'instruction. Et ça, c'est régulier. J'ai eu la chance, justement, lorsque j'étais dans les cliniques, de poser des questions. Bien, pourquoi ce cas-là, il reste sur la tablette, il n'avance pas, ou pourquoi ce patient-là est en retard, ou peu importe la raison. Et souvent, l'employé me disait, je ne le sais pas, je n'ai pas eu l'information que j'avais besoin. Et c'est pas rare. Donc, ça crée de l'attente. Et il y a un coût associé à ça et à la capacité de facturer. Temps de traitement, il y a des employés qui restent devant la machine. Une machine qui doit faire un processus X, puis on doit attendre pour avoir le produit fini. On va attendre devant, puis on ne fera pas autre chose. Il y a un coût associé à ça. L'employé peut faire autre chose pendant qu'une machine est en opération. Donc, c'est des choses que nous, on a observées. La personne en retard à un rendez-vous, vous comprenez qu'un patient qui est en retard à un rendez-vous, c'est une cause importante d'irritant dans le domaine des cliniques de santé dentaire. C'est récurrent. Rupture de stock. J'ai vu une clinique, entre autres, à un moment donné, avoir plus de gaz, entre autres, encore une clinique de denturologie. Il n'y avait plus de gaz pour faire leur travail. Ils étaient complètement arrêtés, ils ne pouvaient plus avancer. J'ai vu aussi, dans le temps où j'étais en implantologie, des dentistes qui manquaient de leur matériel le jour où ils devaient travailler avec le patient en bouche. Donc, ça aussi, ça crée des coûts. Contrôle de qualité, j'en parlais tout à l'heure. Souvent, il y en a qui, en fait, ce que j'ai observé, c'est que le cas attendait pour être vérifié par le professionnel. Et ça, c'était une attente, justement. Et ça réduit la capacité de facturation. Ou la synchronisation des activités qui est mal faite aussi dans une organisation. C'est récurrent, c'est ce qu'on a observé. Quoi faire dans ces situations? Des choses faciles qui ont été faites, puis je sais qu'il y a des cliniques qui le font déjà, et je pense qu'une excellente pratique, c'est d'avoir des rencontres sur une base régulière, journalière, mais des courtes durées. Aussi simple que faire un retour sur la journée d'hier et la priorité d'aujourd'hui. Tout ça en l'intérieur de 10 minutes, et éviter les excès, justement les dérapages, et travailler sur ce qu'on doit faire dans la journée. Et de faire participer tout le monde, autant la secrétaire que les gens, les assistantes, les hygiénistes, peu importe, techniciens, tout le monde doit participer à cette rencontre-là de 10 minutes pour tout être aligné sur la même longueur d'onde. Troisième déplacement, je fais ça vite, J'aimerais ça ajouter un mot sur les attentes, s'il te plaît. Oui, vas-y. Là, parce que je me mets dans la peau des gens qui écoutent notre webinaire actuellement, puis parce que dans le domaine de la santé, contrairement au domaine manufacturier, on a une sensibilité supplémentaire par rapport à notre client, qui est notre patient. Et au niveau des attentes, là, n'entendez pas qu'on veut que les gens aillent plus vite, puis que tout le monde travaille plus vite, puis que... Non, l'idée, c'est d'être mieux synchronisé, de sorte à être plus efficace et à améliorer l'expérience du client. Et il y a certaines attentes sur lesquelles on peut avoir du contrôle et d'autres attentes sur lesquelles on a moins de contrôle. Et les attentes sur lesquelles on a moins de contrôle, c'est, par exemple, une procédure qui est un peu plus longue que prévu va peut-être faire attendre le prochain patient. Mais ça fait partie du service que vous offrez. Un client qui a besoin d'être rassuré ou qui parle beaucoup pendant ou à la fin de l'intervention, ça fait partie de l'approche humaine que vous avez avec votre client naturellement. Et ce dont on vous parle n'est pas d'aller
travailler sur ce type d'attentes-là qui font partie du contact humain. Mais c'est plus toutes les autres variables qui créent de l'attente et qui font en sorte que votre organisation ou votre service est moins bien synchronisé et gère de l'attente artificielle par une question d'organisation du travail. C'est là-dessus qu'on vous invite à vous concentrer. C'est là-dessus qu'on accompagne les organisations qui offrent un service à des patients comme vous. C'est en essayant d'être mieux organisé, réduire les attentes sur lesquelles on peut avoir un certain contrôle. Voilà. Super. Très bon point. Merci, Christian, pour ton intervention. Donc, ça m'amène au troisième point qui est les fameux déplacements. Et ça, il y en a. Je vous montre un exemple ici. Donnez-moi quelques secondes. Et voilà. Donc, qu'est-ce que le déplacement? C'est, en fait, c'est un déplacement de matériel ou de personnes qui est mal synchronisé, okay, avec les services qui doivent être faits. Je donne un exemple ici parce que vous le voyez à l'écran à droite, un poste qui est mal aménagé. Et ce qui est comique, ce que vous voyez à droite, en fait, la petite machine qui est pointée par la flèche, elle était absente. Et cette dame-là devait se déplacer 4 à 5 fois par jour pour aller juste utiliser cette petite machine-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait des armoires complètement fermées. Donc, on a réaménagé pour permettre l'utilisation, mais on a observé qu'elle se déplaçait sur une base régulière. Donc, un poste de travail qui est éloigné ou isolé crée des déplacements et il y a des coûts associés à ça. Donc, je mentionnais des locaux mal aménagés, souvent sur 2 étages. On a vu ça, des professionnels qui se promenaient en haut, en bas, par un nombre de pas assez important. La sous-traitance à l'externe, en fait, c'est lorsque je dois soumettre un cas et je me déplace pour aller, exemple, pour un laboratoire dentaire, je décide de prendre un cas et je me déplace pour aller le porter en tant que professionnel. Vous avez compris qu'il y a des coûts associés à ça et même pour votre personnel. Donc, comment faire pour éliminer, pour réduire considérablement, pour améliorer l'efficacité pour les déplacements? Bien, c'est aussi simple que de redéfinir votre façon de travailler en ayant un bureau qui favorise le moins de déplacements possible. Ce que vous voyez à gauche, une petite image, on appelle ça un genre de diagramme spaghetti. Si on s'amuse à regarder le nombre de pas les déplacements que fait un employé durant la journée, et c'est énorme. Et lorsqu'on voit un gribouillis comme ça, on sait qu'il faut aménager nos locaux de façon différente. Donc, je vous invite à faire ça. La quatrième, et non le moindre, qui est aussi une tâche, un gaspillage très important, je vous dirais que c'est l'un des plus imposants que j'ai vu lorsque je travaillais avec les cliniques, ou mon équipe travaillait avec les cliniques, c'est les tâches inutiles. En fait, c'est tous des gestes inutiles que les employés doivent faire pendant leur travail. Je vous parlais tout à l'heure de mes fameuses personnes qui chargeaient là-dedans. C'est aussi simple aussi que de chercher, vous voyez une image en bas, pas d'un tiroir, mais d'un armoire avec des manuels qui sont mal disposés. Donc, imaginez quand je veux chercher une information dans un catalogue là-dedans, le temps que je perds, c'est énorme. Des post-it sur des fameux post-it qu'on utilise. Des fois, c'est pas évident à décrypter. J'ai vu des gens prendre des 4, 5, 10 minutes pour essayer de comprendre, faire intervenir le professionnel de la santé pour essayer de comprendre ce qui était écrit sur le post-it, ou peu importe la personne. Donc, ce sont ce qu'on appelle des tâches inutiles. Chercher des outils, chercher des dossiers, ajouter plus de qualité que le client demande. Vous allez dire, Eric, c'est de la valeur ajoutée. Pas toujours. Si le client n'en demande pas, c'est pas nécessaire. J'ai des cas que je pourrais vous raconter, que j'ai vécu, qui ont coûté excessivement cher pour la clinique, juste pour reprendre pour le propre besoin, les propres attentes du professionnel, mais qui étaient au-delà des attentes du client. Chercher de l'information dans un catalogue, ce que je mentionnais, un genre de tâche inutile. Certains équipements difficiles à utiliser, un système informatique mal conçu, mal adapté, va créer une source de gaspillage important, vraiment important, et c'est ce qu'on a observé aussi. L'inspection, je mentionnais tantôt le contrôle de qualité. L'inspection comme telle, c'est une tâche importante, mais à outrance, elle coûte de l'argent et elle crée des gaspillages. Voici un exemple de tâche inutile, et là, je vous amène sur l'aménagement. Vous allez dire, Eric, c'est pas de même chez nous. J'espère. Mais ce que vous voyez à gauche, ce sont des vraies images que j'ai prises dans l'intérieur de clinique. Et dans un environnement comme ça devient très difficile de travailler. Et d'ailleurs, je vais vous démontrer la véracité de mes propos en vous faisant faire un petit exercice super pratique. Avant, Christian, as-tu des choses à ajouter sur les tâches inutiles? Ben, en fait, ce que je mentionnerais, c'est qu'il faut prendre conscience, comme tu l'as mentionné, que chaque personne qui fait une tâche inutile n'est pas en train d'ajouter de la valeur au client ou n'est pas disponible pour ajouter de la valeur au client. Et
ça va nuire à la synchronisation des activités dont on a parlé un peu plus tôt, qui créent entre autres de l'attente. Donc, en éliminant toutes les tâches inutiles que vous pouvez identifier dans vos cliniques, vous pouvez récupérer du temps afin que vos ressources soient soit disponibles pour ajouter de la valeur ou bien contribuer à améliorer l'expérience du client. Et naturellement, ça vous permet de réduire vos coûts parce que moins de tâches inutiles à faire, moins de temps que ça prend pour accomplir la journée. Et si, comme on a vu dans certaines cliniques, vous subissez du temps supplémentaire à la fin de la journée, des fois, vous devez payer vos employés en temps supplémentaire, ben c'est un indice qu'il y a peut-être des tâches inutiles dans votre clinique. Puis, c'est une autre façon de réduire vos coûts. Donc, si vous analysez toutes les tâches que vous avez à faire et la manière dont elles sont faites, ça peut vous aider à générer des économies pour votre organisation. Et le temps que vous allez récupérer, ben, vous pouvez le consacrer à servir un patient de plus ou facturer une intervention de plus dans votre journée. Exact. Un peu comme on a présenté tout à l'heure, la clinique qui a permis d'aller chercher, de facturer 80 prothèses de plus par année. C'est ce qui m'amène. Merci, Christian, pour ton intervention. Je vous ramène sur justement l'ordre et la propreté. Ok, on va appeler ça comme ça. Ce qu'on a observé dans plusieurs cliniques, c'est que le personnel prenait énormément de temps à trouver l'information ou les produits au bon endroit. Et ça, c'est lorsqu'un employé n'a pas changé ou déplacé soit un produit ou de place. Donc, il y a énormément de temps qui est investi à la recherche. Je vous fais faire un exercice pour justement vous montrer un peu comment ça fonctionne en clinique, ce qu'on a observé. Je m'en vais vous présenter une feuille. Et cette fameuse feuille-là est numérotée de 1 à 99, OK, en ordre croissant. Ce que je vais vous demander, vous allez voir, tous les chiffres sont un peu disparates. Et ce que je vais vous demander à l'intérieur d'une minute, c'est de calculer en nombre croissant le plus de chiffres possible jusqu'à 99, OK, à l'intérieur d'une minute. Donc, imaginez que l'on vient de reproduire un environnement qui est un peu pêle-mêle et on doit chercher l'information. Alors, sans plus tarder, je vous laisse une minute pour essayer de dénombrer le maximum de chiffres en ordre croissant. Oui, c'est un petit bordel. Bon, pour ceux qui n'auraient pas trouvé le chiffre 1, il est en bas à droite. Vous donner une chance. Encore un petit 30 secondes. Un petit 10 secondes. On va aller voir si vous êtes efficace. OK. Je vais vous inviter à juste donner vos réponses à Jonathan en écrivant dans la section questions, justement. Je serais curieux de savoir le nombre de chiffres que vous avez comptabilisés. Par la suite, ce qu'on a fait, donc on a disposé, on vous a montré que c'est un environnement pêle-mêle, où toutes les choses sont un peu dispersées. Bon, vous me direz, Eric, c'est pas comme ça chez nous, peut-être pas, mais c'est pas toujours identifié au bon endroit et on doit peut-être chercher pour trouver l'information. Donc, imaginez-vous que là, on décide de faire un grand ménage. Donc, ce que j'ai fait, j'ai enlevé tous les chiffres de 50 à 99. J'ai tout épuré ça, on n'en avait pas besoin, et on a décidé de compartimenter nos chiffres pour que ce soit plus facile à repérer. Donc, je vais vous demander de faire la même chose, de calculer en ordre croissant du chiffre 1 jusqu'à 50, OK, le maximum que vous pouvez. Pour vous donner un petit truc, là, le chiffre 1 est toujours en bas à droite. Alors, sans plus tarder, on réessaye le même exercice, mais en comptabilisant le maximum de chiffres. Allez-y. On a déjà un petit 15 secondes de passer, ça va vite. Dans ce coup-là, on va arrêter à 30 secondes. Je suis sûr que vous allez être capable d'identifier le maximum de chiffres. On arrive presque à 30 secondes. All right. Je vais vous demander maintenant d'inscrire votre réponse, juste pour voir. Et je suis persuadé, sans trop me tromper, que vous avez probablement comptabiliser plus de chiffres dans le deuxième tableau que dans le premier. Et c'est un peu le même principe dans un environnement. Je pense que vous voyez les photos avant et après. Je suis persuadé en bas à droite que vous allez préférer travailler dans ce type d'environnement-là que sur celui du haut.
et vous allez repérer davantage les outils que vous avez besoin. Vous voyez un autre exemple aussi dans le domaine des hôpitaux, ce qui a été fait, un avant et après pour maximiser justement le repérer ce qu'on a besoin, les produits rapidement. Donc, petit truc, c'est un tableau qu'on utilise lorsqu'on travaille avec les cliniques. Tout ce qui est produit que vous utilisez régulièrement, identifiez-le de façon régulière, 70 à 100% du temps, devrait rester le plus près possible de vous. Et tout ce qui est produit que vous utilisez moins de 20% du temps devrait être en dehors de votre aire de travail. Aussi simple que ça, ce tableau-là, si jamais le cœur vous en dit, faites-moi signe, Eric, j'aimerais ça l'avoir pour pouvoir le réutiliser dans ma clinique. Ben, ça me fait plaisir, je vais vous l'envoyer par courriel, ça me fait immensément plaisir. Je vous amène à vous parler du 5e, le stockage. C'est bien ça, oui, effectivement, le stockage. Qu'est-ce que le stockage? En fait, c'est tout ce qui n'est pas indispensable pour une tâche ou pour une tâche au bon moment. Exemple, l'inventaire. On sait que gérer l'inventaire coûte entre 15 et 45% pour la gérer, cet inventaire-là. Donc, imaginez-vous, chiffre rond, que vous avez 100 000 d'inventaire. Bien, sachez que vous avez déjà un 15 000 que ça vous coûte pour le maintenir, cet inventaire. C'est un fiscaliste qui a pondu ce document-là. Donc, on tient compte de l'espace, des études, des frais de gestion, l'assurance, c'est un paquet d'éléments qui font en sorte que ça maintient le coût. Autre chose que j'ai observé aussi, des dossiers qui s'accumulent, qui ne sont pas complétés. C'est comique parce que je me souviens d'un, entre autres, il me dit, Eric, moi, j'ai pas le temps, lorsque je finis mes consultations avec mes patients, j'ai pas le temps de compléter, je mets ça de côté parce que je suis trop pressé de faire aller à ma prochaine rencontre. Donc, je fais ça le samedi, ou je fais ça ultérieurement. Le problème qu'il a observé, c'est que lorsqu'il arrive le temps, à la fin de la semaine ou le week-end, il se pose la question, qu'est-ce que je lui ai dit à cette patiente-là ou ce patient-là? Et là, il doit se mettre à chercher l'information. Donc, là, 1 minute ou 2 minutes que ça lui aurait pris de compléter le dossier, bien, ça y en prend pratiquement 5 à 10 minutes. Bien, sur le nombre de dossiers qu'il a accumulé, vous comprendrez qu'il pourrait faire autre chose, des loisirs, autre chose de qualité que d'essayer de te souvenir qu'est-ce qu'il a dit à un patient. Donc, c'est le genre de coût direct qui a un impact sur la clinique. Manque de matières premières, comme je mentionnais tout à l'heure. Ça, j'ai vu ça de façon régulière. Puis je peux vous dire, en tant qu'ancien représentant d'implantologie, le nombre d'appels téléphoniques que je recevais pour me dire « Eric, il manque telle pièce, mon patient s'en vient dans quelques minutes. » C'était régulier. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? Petit truc qu'on a fait à l'intérieur des cliniques, un système de réapprovisionnement automatique. Nous, on appelle ça un Kanban. Aussi simple, vous voyez à l'image à gauche ou la flèche, c'est un petit carton très simple qui dit « Écoute, voici le produit, la quantité minimum que je dois tenir. Lorsque j'ai atteint cette quantité minimum-là, sur le petit carton, je dis tant commande tant. Et voici le numéro de téléphone, du fournisseur, le numéro de l'item, tout est là. Et ça ne prend pas quelqu'un qui est responsable de la gestion des stocks. Là. C'est tout simplement de prendre une petite carte, la déposer dans un endroit, une personne le prend, appelle le fournisseur, place la commande. Donc, ça a été fait, c'est une façon simple, peu coûteuse, d'assurer qu'on ne manque pas d'inventaire. 6e, les mouvements inutiles. Hey, ça, je l'ai vu. Je vous donne un exemple parce que ça, je l'ai vécu encore une fois dans une clinique de denturologie. Regardez ce que vous voyez en bas à droite. Et le denturologiste se fait poser la question, peux-tu me donner l'information sur Mme Tremblay, sur le cas de Mme Tremblay? Ben, pourriez-vous croire que le denturologiste a passé à travers tous ces bacs-là pour aller chercher où ce qu'était le cas de Mme Tremblay? Donc, ce n'est une source de gaspillage important, des mouvements que l'on appelle inutiles. OK? Un équipement mal positionné, on doit se retirer ou se déplacer. Donc, vous avez compris un peu ce que ça en implique de faire des mouvements complètement inutiles. C'est toujours en lien aussi avec un mauvais aménagement des lieux. Je vous montre aussi une image qui me fait beaucoup réfléchir, qui fait réfléchir parce que je voyais cette dame-là travailler, c'est ma même image que tout à l'heure. Regardez la hauteur de la chaise par rapport au bureau. Cette dame-là n'a aucune aisance à travailler, avec des problèmes au niveau des épaules, ainsi de suite. Mauvais aménagement des lieux. Et ça crée des mouvements inutiles et surtout une perte de productivité importante. Je sais qu'aussi pour les chaises, quand une assistante passe une journée pour assister à un dentiste, tu vois, juste l'ergonomie des chaises, ils se lèvent au bout d'une journée, ils ont de la misère à récupérer. Donc, qu'est-ce que je peux faire justement pour améliorer la productivité pour que mon employé soit plus efficace, plus en forme, entre parenthèses? Donc, ce sont des choses sur lesquelles on va observer. Des solutions que vous pouvez mettre en place, entre autres les denturologistes, quand vous chargez les bacs, des fameux bacs de couleur.
facilement identifiable. Vous avez un cas d'implant, c'est un bac bleu, un bac vert, peu importe. Donc, facilement identifiable. Même principe pour chez les cliniques de dentisterie. On a appliqué les mêmes choses. Et c'est très intéressant de travailler par des codes de couleur pour identifier rapidement le produit. Même chose en informatique, ce que je vous montre en bas à droite. Il y a certaines cliniques qui ont fait, c'est qu'ils ont mis des dossiers en couleur pour être capable de repérer rapidement les documents qui ont besoin à l'intérieur du système informatique. Ça aussi, ce sont des mouvements inutiles qui sont associés à ça. Le dernier, non le moindre, le 7e, produit défectueux. Qu'est-ce que le produit défectueux? Bien, vous aurez compris, hein? C'est toute correction ou des réparations qu'on doit faire d'un produit ou d'un service pour satisfaire l'exigence du patient. Donc, vous allez voir un peu l'image en bas. C'est souvent causé par des employés mal formés. Et ça, je vous dirais que sur une échelle de 1 à 10, ça atteint 8 sur l'impact ou la cause des produits défectueux. Exemple, demander à un employé de fabriquer, de concevoir un porte-empreinte individuel, de préparer votre salle avec tel type de produit. L'information n'est pas claire. Vous arrivez sur place et vous devez tout recommencer ou sortir le bon produit que vous avez besoin, peu importe. Donc, c'est important de communiquer l'information de façon claire et lisible. Produits non conformes aux exigences du client. Je mentionnais des fois les doléances esthétiques, les attentes du client. Elles ne sont pas répondues. Donc, différentes raisons qui ont un impact, qui créent un produit ou un service défectueux ou pas à la mesure du client. Ou les erreurs de saisie de données. Ça, c'est pas rare non plus qu'on saisit de mauvaises informations. C'est drôle, à la clinique où je vais, chez mon dentiste, je lui dis à chaque fois de confirmer le rendez-vous par courriel. Ça fait des années que je suis là. Et à chaque fois, elle me dit oui, on le met dans notre note dans notre dossier, on met une note dans notre dossier, mais on me rappelle tout le temps par le fameux téléphone. Alors, c'est un genre d'irritant, ça, mais c'est plutôt la façon de travailler justement dans le système informatique. Équipement dans mauvaise fonction, j'ai vu des atrocités des produits qui fonctionnaient mal et qui causaient naturellement des problèmes du service ou du produit final qui était livré au patient. Petit truc que les gens ont fait, qu'on a appliqué dans l'intérieur des cliniques, c'est qu'ils ont ils ont créé des modèles, des photos, beaucoup de formations aussi à l'interne, pas juste à l'externe, des formations internes pour permettre aux employés de bien comprendre les différents types d'interventions, comment c'est fait, les attentes du professionnel aussi. Donc, favoriser aussi un meilleur entretien des équipements. Et ça aussi, on peut le déterminer, l'entretien des équipements. On n'est pas obligé de le faire à outrance, mais il y a une façon d'avoir une cédule pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et remplacer les outils aussi qui sont usés ou qui fonctionnent très, très, très mal. As-tu des choses que tu voudrais rajouter, Christian, là-dessus? Je sais qu'on atteint déjà presque les 45 minutes. En fait, la seule chose que je rajouterais, Éric, par rapport à produits défectueux, à chaque fois qu'il y a quelque chose, qu'il y a une erreur qui arrive ou qu'il y a une correction qui arrive ou qu'il y a une réparation qui doit être faite, mais chaque erreur humaine ou chaque correction qui doit être faite, c'est un gaspillage qui vous coûte quelque chose. Ça montre encore que l'organisation n'est pas parfaitement rodée ou on n'est pas bien synchronisé. Donc, quand vous allez vous questionner à savoir si vous avez ce type de gaspillage-là dans votre organisation, je vous invite à vous questionner. Lorsque le processus ou lorsqu'il y a quelque chose qui doit arrêter parce qu'il y a une erreur ou une non-conformité, identifiez cette source, la source de cette erreur-là, puis trouver une solution. Vous allez peut-être vous dire au début, ouais, mais c'est compliqué, il y en a beaucoup. Ben, prenez-la en note à chaque fois que ça arrive, puis trouvez des solutions par la suite. Mais ça ne devrait pas arriver. Et plus vous allez vous améliorer, plus vous allez travailler à identifier cette source de gaspillage-là, mieux ça va aller encore une fois. Puis vous allez être plus efficace, vous allez réduire vos coûts d'opération, puis offrir probablement une meilleure expérience encore à votre client. Absolument. Très bon point. D'ailleurs, c'est ce qui m'amène, Christian, à suggérer aux gens de faire une petite feuille comme ça. Si vous n'en avez pas, je vous l'envoie. C'est une feuille que l'on avait conçue pour les cliniques. On dit, écoutez, pendant qu'on est parti, identifier les différentes sources de gaspillage, essayez d'identifier, bon, c'est-tu en lien avec le stockage, tâches inutiles, ainsi de suite. Donc, un peu ce que tu mentionnes, Christian, c'est de les identifier. Et après ça, c'est de comprendre la cause. Pourquoi on a ce type de gaspillage-là? Et souvent, ce qui est comique, on appelle ça, nous, la méthode des 5 P. On se pose la question 5 fois pourquoi pour arriver à la cause racine d'un problème. Donc, je vous invite à faire ce travail-là et aussi être en mode solution. Peu importe la solution. Mettez une solution en place pour réduire ce gaspillage-là. Naturellement, la solution que vous allez mettre en place, soyez certain de ne pas créer, encore une fois, des gaspillages additionnels. Donc, comment on peut réduire de façon importante ce problème-là que vous aurez identifié. Et plus important, c'est de passer à l'action.
Ça vaut la peine de le faire. Pourquoi? Parce que le gain est significatif, et je pourrais souligner en 3 barres en dessous. C'est significatif par rapport à l'investissement de temps que ça va vous prendre pour votre équipe et vous. Puis si vous jugiez à propos d'avoir besoin d'aide pour venir vous donner un coup de main, bien, sachez qu'il y a des subventions qui existent maintenant. Pourquoi? Parce que le Québec reconnaît qu'on a un indice de productivité très faible, donc le gouvernement a mis de l'emphase pour aider la productivité des employés. Donc, profitez-en, on paye assez d'impôts. Ça, je vais sauter rapidement là-dessus parce qu'on a passé le temps, mais c'est un cas clinique, encore une fois, qu'on a publié. Et cette dame-là a pu récupérer 5 heures de temps. Donc, elle a des heures supplémentaires qu'elle faisait, elle a réduit de 5 heures. Je vous terminerai avec, bon, voyez-vous ce que je mentionnais, les subventions. Je terminerai avec cette phrase-là que j'aime beaucoup. Si vous voulez des changements différents, des choses différentes dans votre clinique, vous devez faire des choses différemment. Puis Einstein l'a bien cité dans cette citation-là.